Si je te dis de me parler d'art, tu vas me balancer un condensé de tous les livres sur le sujet. Michel-Ange. Tu sais plein de trucs sur lui. Sur son œuvre, sur ses choix politiques, sur lui et sur le pape, ses tendances sexuelles, tout le bazar, quoi. Mais je parie que ce qu'on respire dans la chapelle Sixtine, son odeur, tu connais pas. Tu ne peux pas savoir ce que c'est que de lever les yeux vers le magnifique plafond. Tu sais pas. Regardez ça, puis ça, et enfin ça. Cette photo est parue très récemment sur Warhammer Community et c'est elle qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Regardez comme les différents éléments se renforcent mutuellement. Les elfes contre les nains, oui, mais aussi l'eau contre le feu, la grâce contre la vigueur, la sophistication contre la rusticité. Je crois que même si l'on n'aime pas ces deux armées, ou la charte graphique d'Age of Sigmar, il y a dans cette composition globale quelque chose qui flatte l'œil et transporte l'esprit. D'innombrables articles ou vidéos pour nous aider à peindre de plus belles figurines, ou parfois, et parfois seulement de plus belles armées, mais combien qui portent sur le fait de faire de belles batailles dans leur globalité. Pourtant, ça me semble être le saint graal pour ce que j'appellerais un wargamer total. Un qui apprécie à la fois l'assemblage, la peinture, le lore et le jeu dans des proportions qui peuvent varier, mais avec toujours un minimum d'intérêt pour chacun de ces domaines. Dans cette vidéo, je vais donc tâcher de parler de la sensation qui peut nous frapper lorsqu'après le déploiement, on prend un petit peu de recul par rapport à la table et qu'on est presque subjugué par ce que dégage cette œuvre collective. C'est une sensation à part, elle est d'une toute autre nature que le fait de regarder des photos de figurines en gros plan ou une armée posée sur une étagère. Il arrive que des armées à la peinture assez médiocre mais bien assorties puissent dégager quelque chose de plus fort que de superbes armées mal mises en scène lors d'une partie. Lorsque les armées, la table, le thème se renforcent mutuellement, alors ça fait de l'ensemble un tout bien supérieur à la simple somme de ces différentes parties. Peindre de belles figurines ne suffit pas. Peindre de belles figurines n'est peut-être même pas nécessaire. Dans certains cas précis, j'irais même jusqu'à dire que ça peut nuire à l'ensemble. Non, il y a autre chose qui peut faire ou défaire une partie. Autre chose dont on ne parle presque jamais, à tel point qu'il n'y a pas vraiment de mots pour le nommer. Je propose méta-esthétique. Harmonie pourrait être un terme trompeur ici qui amènera de la confusion quand on cherchera l'opposition des différents éléments plutôt que leur concordance. Beauté holistique serait vraiment pas mal, mais est déjà pris. Esthétique globale manque de portée pour inclure aussi la dimension non visuelle d'une partie. Méta-esthétique, ça inclut ce qu'il y a autour, mais aussi ce qu'il y a au-delà de l'esthétique de nos figurines, donc c'est pas mal. Je n'ignore pas que ça sonne un peu intello. J'ai découvert que c'était par ailleurs un nom déjà pris par plusieurs salons de beauté, mais ça décrit la chose avec le plus de justesse, sans rien laisser de côté. Et puis on peut le raccrocher sans vergogne à la locomotive du terme metagame, qui circule déjà à vive allure et depuis longtemps à travers notre culture. L'idée centrale est de voir autour et au-delà de la peinture de son armée personnelle, pour ne plus laisser au hasard le soin de déterminer ce à quoi ressembleront nos parties dans leur globalité. Reprendre le contrôle dès la phase de modélisme préparatoire. Alors rajouter une couche de difficulté par-dessus un projet est vraiment la dernière chose dont les wargamers ont besoin. Mais ajouter de la grandeur à peu de frais peut justement devenir le facteur de motivation qui accélère et facilite tout le reste. C'est plus facile et plus inspirant aussi quand on sait pourquoi on fait ce que l'on fait. Alors j'ai préparé un petit guide pour aborder un projet de modélisme en allant au-delà de la peinture d'armée. Ça n'est pas un guide définitif, mais il déblaye le terrain et permet d'éviter les pires écueils dans lesquels on pourrait tomber. Comme une partie implique plusieurs joueurs, les recommandations que je vais vous soumettre sont surtout valables pour des joueurs qui se fréquentent sur le long terme et peuvent donc prendre des décisions collectives en vue d'un but commun.
Mais j'inclurai en fin de vidéo quelques idées qui pourront être mises en pratique par des peintres qui n'ont pas encore joué une seule partie, ceux qui n'ont pas joué depuis des années, ou encore ceux qui jouent régulièrement mais qui changent d'adversaire à chaque fois. À certains égards, ce sont même ces personnes-là qui auront le plus de liberté pour aborder leur prochain projet avec un regard méta-esthétique. 1. Le choix des armées. Voici 3 archétypes d'opposition qui fonctionnent à coup sûr. On peut faire de belles batailles sans respecter un seul des 3, mais ils sont très efficaces. D'abord, les ennemis naturels. Lorsqu'une armée a un ennemi de prédilection, comme les Xenos pour la Death Watch ou les démons pour les Chevaliers Gris, voire carrément un ennemi juré, comme des démons de Slaanesh pour des Eldari ou encore des orques pour des Crimson Fist. Alors, choisir ces 2 armées est un succès quasiment garanti. Leur opposition aura naturellement une résonance narrative immédiate, et ce facteur est très puissant car il fait le travail pour nous. Tout le monde préfère voir des chasseurs de démons être joués contre des démons plutôt que des Xenos. Les schémas de couleurs officiels des armées si opposées tendent à bien se marier sur la table. Il peut néanmoins y avoir quelques exceptions, comme le chapitre de la Mentor Legion, dont le seul fluff est d'être dans une guerre perpétuelle contre le vaisseau monde de Biel-Tan. Pour des ennemis jurés, avoir exactement le même schéma de couleur ruinera l'effet, déjà bien faible à la base car presque aucun joueur ne connaît la Mentor Legion, si bien que la résonance narrative est quasiment nulle pour commencer. Mais globalement, si une armée a un ennemi juré, c'est dommage de passer à côté. Ensuite vient l'archétype des spécialités opposées. Si 2 armées ont des caractéristiques radicalement opposées, leur confrontation aura un intérêt particulier. Par exemple, les Eldari sont rapides mais fragiles, tandis que les Necrons sont lents mais résistants. Les orques sont primitifs et excellent au corps à corps, tandis que les taux, hautement intelligents, sont spécialisés dans le tir. Ça n'est pas forcément un critère de premier ordre comme le précédent, mais ça peut tout de même intensifier les émotions véhiculées par une partie. Au-delà du lore, ces oppositions tendent à se voir sur la sculpture des figurines. L'agilité contre la force brute, la sophistication contre la rusticité, la ruse face à l'inflexibilité. Ce genre d'opposition produit son effet, visuellement et émotionnellement. Enfin, l'archétype des spécialités similaires. À l'opposé du concept précédent, si 2 armées excellent exactement dans les mêmes domaines, alors c'est leur rivalité qui peut devenir tout aussi intéressante. Par exemple, les Iron Warriors et les Imperial Fists sont liés par la maîtrise de l'art du siège, tandis que Drukhari et Azuriani rivalisent de vitesse et d'agilité. Les 2 derniers archétypes peuvent paraître paradoxaux car j'ai dit tour à tour que les armées ayant des spécialités opposées et celles ayant des spécialités similaires sont les plus intéressantes. Mais ça n'est pas contradictoire car seuls les extrêmes sont à retenir. Soit des spécialités radicalement opposées, soit totalement similaires. C'est l'entre-deux ou bien les armées sans spécialité particulière qui risquent d'être tièdes et sans saveur. 2. Le choix de style. Ce point peut être plus sensible pour ceux qui aiment vraiment la peinture, car c'est souvent une activité très personnelle. On aime tous se montrer nos figurines et en discuter, mais de là à se mettre d'accord avec un ami pour adopter un style de peinture commun, moins évident. Pourtant, le fait de peindre dans des styles différents peut potentiellement ruiner l'immersion d'une partie. Par style de peinture, je ne veux pas parler de la qualité d'exécution ni des couleurs favorites de chacun. Je parle bien de style de peinture, de méthode. Il y en a plein de différents et il n'est pas exclu que vous inventiez votre propre style, mais si je devais n'en retenir que 3 principaux, je choisirais le style classique Games Workshop, avec ses aplats de couleurs opaques, soulignage des creux et surlignage des arêtes. Le style par éclaircissement zénital, parfois appelé style aéro ou encore effet waouh, il n'a pas de nom bien défini et peut se faire au pinceau ou à l'aérographe. Ce qui change, c'est la manière de retranscrire l'effet de la lumière sur les surfaces. Éclaircissement et ombrage progressif en dégradé de couleur.
est le style dit Blanchitsu, qui s'inspire initialement des illustrations et figurines de John Blanche en cherchant à donner un aspect organique, à jouer sur des textures différentes, souvent accompagnées d'une certaine usure ou patine, et restant volontairement dans une palette limitée de couleurs désaturées, ou bien de couleurs chaudes uniquement. Chacun ses préférences, certes, mais il faut avoir en tête que deux armées magnifiques dans leur style respectif peuvent finalement très mal se marier une fois qu'elles sont sur la table de jeu. On voit que ça n'a pas été peint du tout de la même façon. Les figurines appartiennent presque à deux univers différents. Et ce problème peut être encore plus criant dans le cas des alliances. Par exemple, si on met côte à côte des Ultramarines au dégradé ultra flashy et des Blood Angels au style Blanchitsu très weatheré, il y a quelque chose qui ne va pas visuellement. On peut essayer de le justifier narrativement, mais l'œil est plus rapide. Il voit tout de suite que quelque chose cloche. Alors que faire ? Je vois deux parades possibles pour reprendre le contrôle sur le rendu visuel de la partie. Première option, adopter le même style de peinture. Et oui, on évite automatiquement le problème sur la table de jeu. Ça peut se faire naturellement, et on peut même décider de changer de style avec un certain enthousiasme, mais pas toujours évident de concilier les préférences individuelles des peintres sans qu'au moins l'un des deux ne soit frustré. Dans ce cas-là, ce ne sera pas souhaitable évidemment. Ce qui amène à la deuxième option, assumer des styles différents, mais jouer sur une opposition méticuleusement calculée pour en faire une force. Par exemple, des Eldari resplendissants aux couleurs très vives peintes à l'aéro et des démons de Nurgle au style Blanchitsu très sale et terne donneront un contraste conforme à leur thème respectif qui sera fascinant plutôt qu'une incohérence visuelle lorsqu'on les mettra face à face. De même, à Age of Sigmar, faire des Nighttones évanescents tout en OSL, et une milice de peuples libres couverts de boue et de crasse accentuera à la fois l'aspect surnaturel des spectres, et combien il en coûte aux mortels d'accomplir chaque pas à travers les marécages. Dans de tels cas, où on a fait attention aux armées et aux thèmes, alors la différence de style devient une force. 3. Le choix des couleurs. L'enjeu important est ici d'éviter à tout prix les schémas de couleurs trop proches entre deux armées. Dans tous les cas, la couleur principale doit absolument être différente. Une bataille entre Blood Angels et Eldari de Saim-Han sera vraiment dérangeante, quel que soit le niveau de peinture. De même pour une armée d'Ultramarines face au vaisseau monde d'Aletok. Si l'on inverse ces deux paires, avec les Space Marines rouges face aux Eldar bleus, et les Space Marines bleus face aux Eldar rouges, alors ces batailles ont tout pour être magnifiques. De manière générale, plus les couleurs dominantes sont différentes, et mieux ce sera. Les exceptions vont concerner des armées qui partagent plus ou moins les mêmes couleurs, mais réparties dans des proportions inverses, comme des White Scars face à Saim-Han. Pas la meilleure configuration possible, mais passable, et plus encore s'il ne s'agit que de couleurs neutres telles que le noir, le blanc, le gris ou les métalliques. Une armée de Black Templars face à des taux du set Viola passe même très bien, même si les deux armées restent toutes deux noires et blanches. Mais il s'agit de couleurs neutres qui sont dans une disposition inverse sur les figurines. Un contraste chaud-froid ou bien clair-sombre entre les deux armées fera toujours un effet saisissant. Un point important, aussi bien dans le choix de ces futures armées officielles que dans celui d'un schéma de couleurs personnel. 4. La composition des armées. Un autre critère qui peut ajouter beaucoup à la beauté d'une partie est la composition des armées, car on peut profiter de cette étape pour jouer sur des clichés percutants. La première de ces images est peu contre beaucoup. Une armée très populeuse, l'autre très compacte, simple mais extrêmement efficace. Ensuite vient le miroir maléfique. Un brin plus subtil, ce principe consiste à jouer des unités qui sont le sombre reflet des unités d'en face. Toutes les armées ne le permettent pas. Mais voir des scorpions Eldar opposés à des incubes Eldar noirs, un Dreadnought face à un Dreadnought du chaos, ou même un sorcier face à n'importe quel autre sorcier ajoute un je ne sais quoi à la partie.
En multipliant ainsi les sombres reflets, comme cela, on peut aboutir à un résultat visuel qui se ressent à l'échelle de l'armée, même si toutes les unités n'ont pas leur pendant opposé dans l'armée ennemie. Troisième de ces clichés évocateurs, tout en restant assez souple, est celui que j'appellerais attaquant contre défenseur. Il implique une armée n'incluant que des unités très mobiles et l'autre des unités beaucoup plus statiques. Il faut que l'on sente que l'une est bien retranchée sur place et attend l'arrivée de l'ennemi. Le défenseur doit donner l'impression de jouer à domicile. Des fortifications et des batteries d'armes fixes sont les choix les plus efficaces, bien que limitants, mais une infanterie sans transport et des unités lentes, donc déjà sur place avant la bataille, peuvent suffire à donner cette impression. La mobilité de l'assaillant est plus facile à représenter grâce à des véhicules, des transports, des réacteurs dorsaux ou des unités pouvant se téléporter ou se matérialiser sur place. Par exemple, des pirates Drukhari ou bien des orques tous embarqués qui fondent sur des impériaux retranchés et prêts à les accueillir fonctionnera à merveille. 5. Les niveaux de peinture. Si tout le reste est déjà en ordre, il peut subsister un petit problème, bien moins important que les points précédents, mais tout de même présent. Une disparité de niveau de peinture vraiment trop forte entre deux armées peut réduire la beauté globale d'une partie. Passé à un certain degré, cette différence devient un fossé, comparable à celui d'une différence de style de peinture comme évoqué précédemment. Dites-vous qu'un des joueurs peut bien continuer à progresser en peinture de figurines, mais tant que son ou ses adversaires ne le font pas, la qualité visuelle globale de leur partie plafonnera malgré le gain observable sur son armée. En somme, deux armées à la peinture moyenne sur une table sympa me paraissent préférables à une armée magnifique et l'autre ratée sur une table sans âme. Si bien qu'il me semble y avoir mieux à faire que de continuer à creuser l'écart entre les différents éléments. Le peintre qui peint le mieux me semble avoir deux alternatives. D'abord, celle d'apporter son aide pour faire progresser l'autre, mais aussi une chose à laquelle on pense moins souvent, brider sa propre qualité de peinture pour augmenter la productivité et ainsi profiter du gain de temps pour devenir celui qui travaillera sur d'autres aspects contribuant à la beauté de la partie, tels que les décors, les marqueurs d'objectifs thématiques, les scénarios, etc. Ces choses qui tendent à avoir finalement plus d'impact visuel sur la partie que n'en aurait une augmentation de 10% dans la qualité de peinture d'une armée, qui est déjà beaucoup plus belle que la table et celle de l'adversaire. Si l'initiative de changement vient du moins bon peintre des deux, demander de l'aide à l'autre est la meilleure idée. Les peintres sont presque tous ravis de pouvoir aider et prêts à y consacrer des heures, car c'est toujours satisfaisant de s'atteler à débloquer des choses et voir le résultat. Par ailleurs, si progresser en peinture lorsque l'on est déjà bon demande beaucoup de persévérance, passer d'une armée ratée à une armée plus que correcte peut se faire sans réels efforts supplémentaires ou malgré le fait que l'on ait des limitations physiques indépassables, simplement grâce au bon choix de couleurs, une méthode adaptée au projet et quelques astuces. 6. L'environnement. Enfin, un petit mot sur l'environnement dans lequel s'affronteront les armées, qui est sans doute ce qui a le plus d'impact sur l'aspect visuel d'une partie. La table et les décors ont plus d'importance que les armées, finalement d'après moi, mais c'est un aspect que l'on pourra difficilement maîtriser tout le temps, étant donné que les armées que nous peignons ne sont heureusement pas à usage unique et seront donc sans doute amenées à être jouées sur plusieurs tables différentes au fil du temps. Il va être difficile d'avoir une table parfaitement adaptée à chaque fois, tout en satisfaisant le désir de varier les décors. 4 idées qui valent la peine d'être considérées néanmoins. Le soclage. Faire un soclage semblable sur les armées que l'on a conçues avec son partenaire de jeu renforcera, à n'en pas douter, la cohésion entre elles. Voire convenir d'un soclage universel assez neutre à appliquer à toutes les armées de notre cercle de jeu. C'est contraignant et ça comporte ses propres défauts, mais ça évite l'écueil des socles trop différents qui sont toujours un élément visuel perturbant lors d'une partie. Dans tous les cas, évitez scrupuleusement d'avoir des natures de socles radicalement différentes,
comme socle transparent contre socle non transparent, les deux armées semblent ne plus appartenir au même jeu à ce moment-là, soit tous les socles transparents en acrylique au sein du cercle de jeu, soit aucun. Ensuite, avoir au moins une table au thème, entre guillemets, parfait pour les deux armées. Si parmi les tables que l'on sera amené à faire, il peut y en avoir au moins une, où il y ait une des armées qui donne l'impression d'être dans son élément. Et à plus forte raison si cette table reste modulable et donc réutilisable à loisir, on se réserve au moins une valeur sûre vers laquelle revenir à chaque fois que l'on veut garantir une belle partie. L'éclairage. Combien de parties se jouent dans une semi-obscurité avec des ombres portées phénoménales et une teinte de lumière qui dénature les couleurs. Dans l'idéal, on cherchera à avoir une lumière forte mais diffuse, comme la lumière du jour par temps couvert lorsqu'elle est filtrée par les nuages et devient enveloppante en minimisant les ombres. De grands panneaux LED au plafond ou des spots avec des softbox changent totalement l'apparence de la partie, bien plus que ne le ferait 10 ans de progression en peinture. Enfin, la hauteur de la table de jeu. Le moins important de tous les critères à n'en pas douter, mais pour avoir déjà joué sur des tables au moins 30 cm au-dessus de la hauteur d'une table à manger standard, la partie devient tout de suite plus immersive. J'avais promis en début de vidéo des recommandations adaptées pour les joueurs qui n'ont pas, ou pas encore, de partenaire de jeu régulier. Les voici. Première possibilité, choisir l'option consensuelle. Jeter son dévolu sur l'armée de son choix, mais la peindre dans le style le plus répandu et le plus consensuel possible. À l'heure actuelle, cela demeure le style de peinture de Games Workshop, aplat de couleurs opaques et uniformes sur chaque surface, puis soulignage des creux et surlignage des arêtes saillantes. Même si l'on ne fait pas les éclaircissements par exemple, des couleurs vives et uniformes comme base demeurent la meilleure garantie d'une compatibilité visuelle avec les armées des joueurs que vous serez amenés à rencontrer. Peinture classique, peinture contraste, pinceau, aéro, schéma de couleur officiel ou schéma perso, peu importe. Ce qui compte, c'est que ça ressemble, dans le style du moins, au visuel sur le site de Games Workshop. De même pour les socles, optez pour un soclage simple et très répandu. Le sable et les petits débris faits en liège ou en ardoise sont une bonne base, d'autant plus qu'ils peuvent être facilement repeints au besoin et simuler aussi bien un désert orange qu'un sol urbain, un paysage naturel, etc. Tout ça n'est ni une obligation ni une garantie, juste un moyen de maximiser les chances de compatibilité visuelle avec la majorité des armées adverses. Deuxième possibilité, prendre les choses en main intégralement. Le plus sûr moyen de trouver un partenaire de jeu et par la même occasion de s'assurer que les parties à venir seront belles d'un point de vue méta-esthétique est tout simplement de peindre soi-même 2 petites armées et 3 ou 4 éléments de décor. Les boîtes de lancement de Warhammer 40 000 et Age of Sigmar sont et seront toujours des produits parfaits pour ça. Beaucoup de joueurs jettent leur dévolu sur une seule armée. Parfait quand on rejoint un camarade ou un cercle de jeu déjà en place, mais beaucoup moins quand on se lance seul. En prévoyant 2 dès le départ, comme celle de la boîte de base, on en tire 3 avantages. Premièrement, on dispose d'une machine à convertir des joueurs à la maison. Deuxièmement, si l'on trouve un ou des joueurs qui jouent déjà, on a 2 armées, même petites, à disposition. 2 armées naturellement ennemies de surcroît. On peut sortir l'une ou l'autre suivant ce qu'ils jouent et éviter ainsi les batailles d'armées du même camp, voire identiques. Par la suite, on pourra donc axer ses futurs achats principalement sur l'armée qui nous sert le plus face à eux. Si vous n'aviez commencé à la place qu'avec une armée de Space Marines, il y a une très forte probabilité pour que votre premier adversaire joue aussi Space Marines. Le fait que votre toute première partie soit une partie Ultramarines contre Imperial Fist sera un vrai tue-l'amour pour vous si vous vous êtes mis à cette passion pour voir de belles batailles. Alors qu'avec vos 2 petites armées différentes à disposition, vous êtes tranquille. Et enfin, 3e avantage de tout faire soi-même, vous êtes en commande. Pas besoin de concertation pour faire 2 armées,
qui ont de l'allure quand on les joue l'une face à l'autre. Ça n'appartient qu'à vous. Une excellente entrée en matière et une bonne base visuelle pour vos futurs partenaires de jeu convertis grâce à votre machine à convertir, ils n'accepteront rien de moins par la suite lorsqu'ils feront leurs propres armées. Voilà en somme ce qui me paraît important à considérer si l'on est plus intéressé par l'idée de faire de belles parties que de peindre de belles figurines destinées à rester dans une vitrine. Notez que certaines des recommandations peuvent potentiellement brider le plein potentiel d'un peintre qui cherche juste à faire de la figurine d'exposition, donc c'est un vrai choix à faire. Par ailleurs, il ne s'agit pas de cocher toutes ces cases pour avoir au final une armée méta-esthétiquement plaisante. Certaines suggestions sont impossibles à concilier d'ailleurs, mais à chaque fois que l'on remplit un de ces critères, on met plus de chances de son côté pour que les parties soient belles. Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. L'espace commentaire est là également pour recueillir vos éventuels ajouts, suggestions sur ce thème de la méta-esthétique s'il vous a interpellé. Et moi, comme pour enfoncer le clou une dernière fois, j'ai envie de vous laisser avec un dernier montage, 5 minutes, voilà, pour illustrer encore une fois ce concept central qui est que l'environnement peut faire ou défaire complètement une œuvre. Une évidence, mais qu'on oublie trop souvent. Voilà. L'esthétique de nos armées ne suffit pas pour faire de belles batailles. Il faut considérer l'ensemble. Sur ce, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver également sur Twitch en ce moment, quasiment tous les matins. Et je vous dis bonne peinture, bon jeu et à bientôt. So you explained to the president what you want to do. Well, yes, very early on. The first day I met him after 3 months of investigation, that we must leave. And Cour Napoleon is the place, because we have to give Lou the infrastructure support. Before it was like this, you know. Pavillon floor, it's way at the end, and Cour Carré is here, and this is 1,000 meters long. And the public, don't like to walk this distance. They get lost in the meantime, and then they go home. This is a big problem. In the future, if Richelieu were to be included, as I understood it to be, all of a sudden it becomes a U, not a J. It becomes a U. It's much more compact. Then, if you can excavate under Cour Napoleon, then the connection, Richelieu, Sully, and when you draw these lines, there is a meeting place there. You call Carrefour or whatever it is a meeting. And that place is where I say the entrance of the Louvre should be. People should go there, because if they go there, then it's very, very direct. Richelieu, and Sully. So I located that center of gravity, or whatever you want to call it, very early on. So that must be the entrée entrance. Not the only entrance, but the symbolic and important entrance must be there. And the question then is how to give a signal to the world that this is the entrance. That was the beginning of an investigation. Pei fait alors une proposition radicale. We have to give to the new Louvre, Nous devons donner au nouveau Louvre un centre which is qui doit être la réception, un lieu généreux avec de la lumière et de l'espace. light and with space. It does not have to be a pyramid. Ce ne doit pas être absolument une pyramide, ce peut être un dôme, ou une arche, ou même un cube. But the pyramid, Mais la pyramide est la forme que je trouve la plus esthétique. aesthetically to my eye, C'est une injure à tout ce que les anciens architectes français ont fait. Ça ne me plaît pas. D'abord, pourquoi une pyramide? Ça me fait penser à l'Égypte. Je trouve ça bien, je suis d'accord avec le projet. La hauteur est certainement trop grande. Je trouve que c'est beaucoup plus dégagé que quand il y avait ce petit square au milieu de la cour. Trop moderne dans du beau vieux, quoi. Moi je trouve ça bien parce que ça peut laisser une trace du XXe siècle au milieu d'autres œuvres d'art faites antérieurement.
Cette partie-là est très ancienne, c'est la plus ancienne, mais tout ça, ça date de la Troisième et du Premier Empire et de la Troisième République. Monsieur, vous êtes pour ou plutôt contre? Je ne suis ni pour ni contre. Je suis contre les gens qui ont des avis définitifs sur un projet dont on ne connaît rien, puisqu'on ne fait pas avec des bâtons de chaise qu'on va se rendre compte de ce que ça donne.